mais présents ici toute la journée, Olivier Lubrano et Kevin Begg, voilà, pour leur travail et leur engagement aussi. Alors, je voulais pour cette intervention vous présenter quelques actions innovantes et récentes de notre établissement, dans un esprit de partage de ces pratiques entre établissements. Donc, comme beaucoup d'établissements, on est en plein cœur de notre bilan du plan d'action égalité professionnelle et on amorce déjà la réécriture de notre nouveau plan. Alors, je trouve que ce plan a été extrêmement bénéfique à deux titres pour nous. Il a d'abord permis de structurer notre politique, de se poser des questions sur quelle est notre identité et quelles sont nos priorités dans cette politique, mais aussi de structurer notre organisation et notre fonctionnement. Donc, quels sont les moyens humains et financiers que l'on peut attribuer à ces actions et évidemment mettre les deux en cohérence. Donc, à ce titre-là, je m'appuie toujours sur le plan égalité parce que c'est quelque chose de très important, je trouve, pour la politique qu'on mène. Donc, notre plan, il est structuré en 5 axes avec une originalité, donc les 4 axes réglementaires, mais un axe supplémentaire qui a été entièrement dédié à la mixité dans nos filières. Et en tout, on a proposé 28 actions. Alors, certaines actions de ce plan ont déjà contribué à améliorer notre diagnostic, alors sur la situation entre les femmes et les hommes dans notre organisation, au point de vue de leur carrière, de leur salaire. Et grâce à ça, on a aujourd'hui des indicateurs très fins et détaillés pour guider et appuyer notre politique. Donc, premier constat, ces chiffres, ils sont vraiment très, très importants. D'autres actions ont permis de mieux comprendre et de corriger les déséquilibres, justement constatés. Notamment cette année, on a mis en place on a lancé les ateliers Parlons carrière et rémunération, qu'on a lancé avec les enseignantes-chercheuses des sections CNU où elles sont très peu représentées, à moins de 35%. Et cette action a été menée conjointement avec notre vice-présidente développement RH et organisationnel, Sabrina Loufrani, qui est présente parmi nous aujourd'hui et qui nous fera, qui participera à cette journée en faisant la conclusion de la journée, mais aussi avec notre DGSA RH et modernisation, Florence Pisano, qui sont des alliés majeurs de notre plan et de notre politique égalité-diversité. D'ailleurs, on est passé en petite fierté, même si, je vais quand même le dire, nous sommes passés de 24% en 2019 de femmes professeurs à 32% en 2022 et on augmente encore en 2023. Donc voilà, on a quand même des indicateurs. Aujourd'hui, on commence à voir aussi les résultats de cette politique menée. Certaines actions ont permis de garantir l'égalité de traitement. Alors, on a mis en place depuis cette année très rigoureusement, avec l'aide d'Isabelle Régnier de l'Université Aix-Marseille, la sensibilisation de nos comités de sélection que l'on souhaite étendre à tous nos jurys. Donc, ça a été un succès cette année, avec toutes les petites anecdotes qu'on pourra vous raconter à propos de la mise en place de ces sessions de sensibilisation. Mais globalement, on a eu beaucoup de remerciements et de remontées positives sur la qualité de la démarche et du protocole. Et Isabelle nous avait aussi formé en amont, elle a formé un vivier de 15 formateurs et formatrices au biais inconscient de genre. D'autres actions ont été menées pour prévenir et traiter les VSS. Notamment, nous avons amélioré notre dispositif VSS, qui existe depuis 2018. Mais cette année, grâce aux 2 appels à projets remportés dans le cadre du plan d'action de lutte contre les VSS du ministère, on a pu à la fois se doter d'une plateforme numérique qui est bilingue, qui permet de déposer des signalements de manière anonyme, et ça c'était une très forte demande de la communauté étudiante, mais aussi de sécuriser le traitement de nos données. Et on a également mis en place pour le 2e appel à projet un protocole d'accompagnement des victimes, des mis en cause et des collectifs de travail après des événements de VSS et après des sanctions. Donc merci beaucoup pour ça.
Enfin, on a encouragé la mixité dans nos filières avec un gros travail d'analyse de la mixité, notamment beaucoup de chiffres. Donc, on a fait une analyse de 2012 jusqu'à aujourd'hui pour regarder l'évolution des inscriptions en termes de sexe dans les différentes filières. Et on en reparlera de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure et demain de toutes ces études qui ont été faites et des actions, des perspectives que nous avons grâce à cette étude. Donc on ne peut pas mener une politique d'établissement seul. Nous nous appuyons déjà sur les autres, sur la gouvernance et donc sur les autres vice-présidences, mais principalement sur les services. Et d'abord la DGS, on s'appuie aussi sur la DRH, les services juridiques, la DVU, le service QVCT, la formation, la communication. Mais nous avons besoin de nous structurer et de nous renforcer. C'est ce qu'on a aussi émis dans ce plan d'action, à travers ce plan d'action. Donc pour cela, en fait, dès 2018, on a créé un réseau de référents égalité de sites. Donc on a des référents et des référentes aujourd'hui sur chaque campus, mais aussi on rejoint ce réseau toutes les EPST. Et donc, il se renforce d'année en année. Et ce réseau, il a principalement pour fonction de diffuser l'information, de mutualiser un certain nombre d'actions. Et c'est aussi un lieu d'idéation et de création d'événements communs à l'échelle du site. Donc ça, c'est extrêmement important et utile. Enfin, on a créé un réseau. Alors d'abord, on a plus récemment créé un poste de responsable cellule égalité à plein temps. Donc on avait un poste à mi-temps transformé en un plein temps et c'est une création de poste au sein de la DRH, et ça aussi je trouve que c'est très important, au sein du pôle développement RH de la DRH, et qui est en charge justement, la personne est en charge du déploiement du plan égalité et de certains événements, et c'est pour nous une garantie de la transversalité de ces sujets. Et c'est bien sûr, vous l'avez reconnu, Léa Demoussy, que vous connaissez maintenant tous et toutes, qui est en poste actuellement dans ce cadre. Voilà, et enfin, la création d'un réseau de correspondants et correspondantes égalité qui sont en charge du déploiement des actions en lien avec les objectifs stratégiques de notre plan d'action égalité, mais à l'échelle de l'établissement. Donc aujourd'hui, on a 3 correspondants et correspondantes égalité à Université Côte d'Azur qui ont des lettres de mission. Et justement, voilà, je voulais leur passer la parole pour qu'ils puissent directement vous présenter les actions qu'ils mettent en œuvre en lien avec le thème de la journée, donc l'intégration du genre dans la recherche et les enseignements, et comment ils déploient voilà, justement ces actions à l'échelle de l'établissement. Donc je vais tout de suite leur laisser la parole. Et d'abord, donc Karine Lambert. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, et merci Véronique, en tout cas d'ores et déjà pour ta confiance, puisque effectivement je fais partie de ce tout jeune réseau de correspondants et correspondantes, puisqu'on a reçu notre lettre de mission le 15 janvier 2023. Donc on n'a même pas une année d'existence en tant que telle. Donc 6 objectifs nous ont été finalement assignés, entre guillemets. Donc participer effectivement, comme tu l'as dit, aux actions stratégiques du plan égalité, lutter contre les discriminations de sexe, de genre et d'orientation sexuelle, accroître l'ancrage territorial, notamment par des partenariats et des collaborations avec les associations, les organisations locales, etc. Tout ce qui relève de la communication, de la diffusion des actions des bonnes pratiques au sein du CA, et enfin d'être force de proposition pour de nouvelles actions. Donc je vais vous présenter rapidement, en tout cas, ce que moi je peux essayer de mettre en place de mon côté. Alors du point de vue de la recherche, j'ai un peu un ancrage bicéphale, puisque je relève d'une UMR qui se trouve à Aix-Marseille Université, puisqu'en tant qu'historienne, j'ai été dans l'UMR, en tout cas la plus proche, qui pouvait m'offrir un espace d'accueil pour mes recherches, puisque je suis spécialiste donc en études genre, et que j'ai pas trouvé localement donc cet accueil. Mais du coup, ça m'a permis en tout cas de multiplier les collaborations et notamment des cofinancements et l'organisation donc d'événements avec ces triples tutelles, donc UCA,
AMU et le CNRS. Donc vous en avez là deux exemples de ce que je peux faire. Et puis ça me permet également d'amener une participation donc, au futur congrès du J-Genre qui a lieu dans quelques jours à Toulouse. Là encore en ayant cette double labellisation à la fois UCA et AMU. Du point de vue de la recherche, et ça de façon plus locale, j'ai accompagné énormément de Master 2 en études genre, alors plutôt dans ma composante, là aussi un peu double, c'est-à-dire à la fois dans le département d'histoire et aussi à l'INSPE. Et ce que je peux d'ores et déjà dire, puisque ce matin on travaillait sur la question de la recherche, c'est que dès qu'on propose des recherches en études de genre, eh bien les étudiants et les étudiantes se précipitent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de succès, et que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter. C'est effectivement, j'entendais le souci d'Anne-Sophie sur les jeunes chercheurs et jeunes chercheuses, mais ça commence très très tôt, c'est-à-dire que dès qu'il y a une offre de formation, eh bien les étudiants et les étudiantes viennent, et viennent parfois même de très loin d'autres départements en disant « mais moi c'est des questions qui m'intéressent, est-ce que je peux travailler avec vous ?» etc. Donc il y a vraiment un engouement des plus jeunes autour de cette thématique, dans tout le champ en tout cas de ce que représentent les études de genre, à la fois donc on va dire sexe, genre, orientation sexuelle. Donc voilà pour la partie recherche, je ne m'étendrai pas plus, mais je pourrais répondre si vous avez des questions. Et puis j'anime également beaucoup de formations sur ces thématiques, puisque finalement, je suis aujourd'hui davantage une enseignante en études genre qu'en histoire, parce que là aussi, ça montre qu'il y a des besoins d'enseignement et que quand on a cette casquette, on est fortement sollicité. Donc, vous voyez les différentes composantes dans lesquelles j'interviens. Et ces composantes, elles ont toute une spécificité, c'est que c'est des filières ultra féminisées, qu'il s'agisse du département d'histoire, des études sur les métiers de l'enseignement et de la formation ou sur un IUT en carrière sociale. C'est-à-dire que moi, je suis habituée à avoir des publics où j'ai 90% de filles, donc ça me change guère d'être là aujourd'hui, du coup. Mais ça me pose aussi la question à la fois de ce que c'est que d'être un garçon dans ces filières, ce que ça signifie, parce que je pense que quand on comprend aussi ce pourquoi eux arrivent à être dans ces filières-là, ça permet aussi d'agir en amont, et c'est aussi un de mes objectifs, notamment quand je m'adresse à des futurs enseignants et enseignantes, de leur permettre aussi de réfléchir non pas simplement à amener les filles vers les filières scientifiques, mais aussi d'amener les garçons vers ces filières qui sont jusqu'à présent assez peu masculinisées. Ce sont des formations, donc je ne vais pas revenir sur mes cours, mais dans lesquelles je fais systématiquement des informations autour des VSS, la dernière ayant eu lieu lundi. J'avais une trentaine d'étudiants et j'ai 10% de mes étudiantes. J'avais donc 90% d'effectifs féminins dans ce cours. Il y a 20% des filles qui sont sorties de mon cours parce que victimes. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à signaler, c'est-à-dire que quand on travaille sur les VSS, ça veut dire que nous, quand on décide de s'engager, y compris dans nos formations, donc je travaille effectivement systématiquement avec une association, donc le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, parce que je sais que je vais être confrontée à des personnes qui sont victimes et que moi, je n'ai pas reçu la formation pour être écoutante. Je suis leur enseignante. Et je ne peux pas, du coup, avoir une double casquette. Et donc, je fais forcément des interventions avec un accompagnement professionnel de personnes donc, qui ont été formées à l'accueil et à l'écoute de personnes victimes. Et ça, je tiens à dire que c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on soit au plus près du terrain et que, à peu près, si je fais des statistiques à la louche, j'ai entre 10 et 15% des effectifs dans mes cours qui sont concernés. Alors, une fois encore, ce sont des cours extrêmement féminisés. Et ça ne baisse pas année après année, loin de là. Et à partir de l'année prochaine, je vais en plus rajouter un autre volet, qui est celui de la prévention, on va dire, des violences sexuelles sur les mineurs. Et donc toute la question de l'inceste, parce que je me suis rendu compte, et d'ailleurs à l'occasion d'une intervention d'un dispositif sur lequel je reviendrai, que quand on parle des VSS, eh bien, on voit aussi émerger cette question de l'inceste, et qui aujourd'hui est très peu prise en charge, notamment dans l'enseignement supérieur, mais comme moi je forme pour une bonne part des futurs enseignants et enseignantes, donc là je vais être accompagnée à partir de l'année prochaine par une autre structure associative pour apprendre notamment à de futurs enseignants à savoir rédiger des signalements, mais aussi comment on accompagne et comment on oriente quand on est confronté à des victimes de pédocriminalité.
Donc voilà pour ces formations. Et évidemment, mon souci, c'est aussi très clairement de transmettre des savoirs scientifiques en études de genre. Et ce que je peux dire également sur à peu près maintenant 25 ans d'enseignement de ce type, c'est que parfois on a le sentiment que quand on s'adresse à des jeunes gens, les choses vont bien se passer. Eh bien, ce que je note, c'est toujours autant d'ignorance sur ce que sont les études de genre. Et de plus en plus, contrairement à ce qu'on pourrait parfois croire, de façon un peu contre-intuitive, de plus en plus de résistance. C'est-à-dire que dans mes groupes, on va dire que j'ai un tout petit tiers, souvent de militants ou de personnes concernées ou alliées qui adhèrent. Un gros tiers de personnes qui ignorent à peu près tout, y compris du vocabulaire, du background scientifique, de tout ce qu'on a pu produire en études de genre depuis des années, et pas simplement dans ma discipline. Et puis une montée assez importante de résistance, voire d'opposition idéologique, politique extrêmement marquée. Alors est-ce que c'est un fait local ou pas? Peut-être qu'on pourrait aussi échanger là-dessus. Voilà en tout cas pour la question des formations. Et puis plus directement maintenant, donc ce qui relève donc de la médiation scientifique et qui rentre vraiment dans le cadre de la mission de chargé de mission pour le coup et de correspondant du réseau Égalité. Donc je fais beaucoup de médiation scientifique, donc de différents ordres. Je vais retenir 2 ou 3 exemples. Le premier, c'est l'accompagnement, faire de l'accompagnement scientifique dans la construction de courts-métrages. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives, et notamment qui sont portées par la région Sud, autour de cet accompagnement-là, c'est-à-dire de faire découvrir à la fois les métiers du cinéma, mais aussi de faire toute une formation à ce que c'est que l'image. Et voilà, parce qu'on est face notamment à des jeunes générations qui sont tout le temps sur les réseaux, donc comment on les forme à la fois la production de l'image, mais aussi à la déconstruction de ce que sont ces images. Et donc j'ai participé à 2 courts-métrages, donc un qui s'appelle Yel, qui est donc clairement au cœur des études de genre. C'est un court-métrage qui a été réalisé dans une classe de CM2 en REP+, dans la région donc, de Marseille, dans un quartier dit politique de la ville de Marseille. Ça s'est très très bien passé. Et pourtant, je rappelle, le film s'appelle Yel. Le deuxième film, donc, lui, a été salué donc, très récemment par le premier prix du concours Beson contre le sexisme. Et là encore, donc, c'était un court-métrage en non-mixité choisie de jeunes femmes donc, qui ont pris en charge l'écriture d'un scénario et la réalisation donc, de ce film autour du harcèlement de rue. Et puis toujours autour du cinéma, bon, on n'est pas très loin de Cannes, hein, donc on a une appétence particulière dans cette région autour du cinéma. Je participe et j'accompagne aussi en tant qu'universitaire, hein, donc avec la labellisation du CA, à beaucoup de débats autour de films, à la demande soit d'associations, soit de structures culturelles, par exemple. Ça peut être pareil aussi pour des pièces de théâtre. Et donc, pour moi, c'est vraiment très, très important qu'à un moment donné, l'université, elle s'ouvre aussi vers le grand public et que les études de genre, elles puissent aussi diffuser et infuser dans la société, surtout quand on a pu vivre les remises en cause extrêmement violentes de ce que sont les études de genre, à la fois aux alentours des années 2013 et puis plus récemment autour de tout ce qui relève des débats autour du wokisme ou des critiques qui sont faites aux travaux liés à l'intersectionnalité. Et donc, toujours pareil, hein, dans cette volonté de mixer à la fois la production scientifique et sa dissémination, sur les dernières semaines donc, de l'égalité, puisque depuis 4 ans, donc, et sous la houlette de Véronique Vandebord, donc, il y a toute l'université qui se mobilise durant tout un mois, tout le mois de mars, donc ce sont les semaines de l'égalité. Et donc, voici quelques exemples de ce qui a été mis en place donc, cette année. Donc, pour la première fois, un fémage. Alors, c'est un terme qui, parfois, peut un peu surprendre, mais qui est construit de la même façon que féminicide sur homicide. Un fémage est construit de la même façon, en rebours de hommage. Et donc, j'ai organisé un fémage dans un des centres de l'INSPE de Nice. Fémage qui mettait en avant aussi tout cet oubli dont font particulièrement partie les femmes de science, ce qu'on appelle les fématildas, et qui a eu beaucoup de succès, une belle résonance au sein de l'université, puisque des collègues d'autres campus et de certaines UR m'ont contacté pour que l'année prochaine, donc cette année, en mars 2024, on puisse organiser ce fémage qui sera certainement couplé aux Nuits de l'Histoire qui ont lieu également durant le mois de mars. Et puis, juste parce que c'est une collègue qui nécessite, à mon sens, tout notre soutien,
On avait organisé aussi le fait de rebaptiser ce centre INSPE du nom de Pinar Selek, qui est une de nos collègues sociologues, qui est poursuivie depuis plus de 25 ans par le pouvoir turc en raison de ses recherches, notamment en sociologie. Et puis, je rappelle à la fois que c'est une chercheuse également qui inscrit ses recherches dans les études féministes et de genre. Donc ça, c'était pour le premier événement, qui s'est accompagné également de la lecture et de performances, avec des étudiants et des étudiantes qui ont pu s'emparer de textes, soit qu'eux-mêmes avaient produits, soit qui avaient été mis à leur disposition, qui étaient tous des textes donc féministes ou travaillant les questions de genre. Et puis, parce que, comme je l'ai dit, dans nos missions, il est très important de travailler avec le réseau associatif local. On a organisé donc une après-midi d'atelier avec les associations avec lesquelles on travaille le plus, c'est-à-dire le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, le planning familial, mais également le CRIPS Sud et les ouvreurs. Et l'idée, c'était de travailler sur les questions de sexualité. Donc ça s'est passé à la Maison de l'étudiant, rebaptisé ce jour la Maison de l'étudiante, pour essayer aussi d'amener une réflexion sur les questions de sexualité de manière extrêmement inclusive. Et cette soirée, donc, s'est terminée par la diffusion d'un documentaire que je ne peux que vous recommander, qui s'appelle « Mon nom est clitoris ». Et puis, là encore, deux autres activités sur lesquelles je ne reviendrai pas, donc un webinaire et, là encore, l'accompagnement d'un film. Les projets donc pour l'année prochaine, donc pour l'année à venir, sont toujours inscrits dans ce cadre de correspondante égalité. Donc chaque année, sur l'initiative donc de Véronique Vandebord, il y a une troupe de théâtre qui s'inscrit, qui vient pendant une semaine sur l'université et qui participe donc de la lutte contre les discriminations. C'est vraiment un très très bel outil aussi de prise de parole pour les étudiants et les étudiantes. Et donc cette troupe de Théâtre Forum se déplace, mais peut-être que Corentin, tu pourras en reparler aussi, donc je vais peut-être pas m'étendre. Non, tu en parles? Tu en parles? Oui? Non? Non, bah alors je continue. Non, mais donc en tout cas, voilà, pendant une semaine, cette troupe s'empare de 4 thématiques: la question de l'homophobie, la question des VSS, la question du sexisme et la question du handicap, et propose donc des scénettes aux étudiants et aux étudiantes. Et là encore, on a plutôt de très bons retours de la part des étudiants, et c'est une action donc qui est financée par l'université. Autour du 25 novembre, donc une projection cinéma, là encore toujours avec cette idée de trouver des objets filmiques qui puissent parler aux étudiants et aux étudiantes, qui puissent également nous permettre de s'emparer de ces thématiques et de faire valoir des savoirs académiques autour. Au mois de mars, donc un fémage un peu généralisé, multisite. Et puis le 17 mai, donc là c'est peut-être avec encore un point de suspension, des points de suspension et un point d'interrogation, le court-métrage donc Nice Queer, tout simplement parce que c'est un projet donc, que j'ai défendu hier, donc pour lequel j'ai pas encore de réponse, qui est un appel à projet. Donc j'ai répondu à un appel à projet qui a été lancé par la direction de la qualité de vie au travail et qui vise en fait à créer une sorte de safe place pour les étudiants queer et leurs alliés féministes au sein de l'université, mais pas simplement les étudiants et les étudiantes, mais également les personnels enseignants et administratifs. Et aujourd'hui, donc, on est une équipe de 12 personnes, donc intergénérationnelle, intercatégorielle, multisite. Donc on relève de plein de composantes différentes et différentes, et on s'est donc rassemblés pour construire ce projet, qui est un projet de court-métrage. Là encore, hein, avec cette idée de rendre l'outil très opérationnel et facilement diffusable sur l'intégralité de l'université. Donc voilà, pour l'instant, je finirai sur ce point d'interrogation, mais j'espère en tout cas que c'est un projet qui aura retenu l'attention de l'université. Et en tout cas, qui là encore, moi j'étais extrêmement surprise parce que quand j'ai lancé comme ça lors de conversations tout à fait informelles l'idée de peut-être faire quelque chose autour de ces questions, eh bien les réponses ont été enthousiastes de la part à la fois des personnels et des étudiants et des étudiantes, ce qui montre là encore qu'il y a des besoins et qu'il suffit de faire des propositions pour que ces besoins puissent trouver un lieu d'expression. Je vous remercie. Merci beaucoup Karine Lambert pour la présentation et cet avant-goût de toutes les actions qu'on fait à l'Université Côte d'Azur. Maintenant, je vais inviter Corentin Clément-Guillotin, maître de conférence en psychologie sociale à la faculté de sciences du sport. Est-ce que tu souhaites prendre la main sur le diapo? J'ai ça, je ne sais pas si ça passe. Ouais.
Ça marche. Et ça marche. Merci, bonjour à tous et à toutes. J'ai essayé de compiler les différentes actions entreprises ces dernières années pour essayer d'illustrer en fait comment moi je vois la mission de correspondant à égalité. Donc voilà, c'est pas exhaustif, hein, mais vous avez un aperçu. Donc cette mission, je la vois comme circulaire et pouvant aller dans les deux sens de circulation, avec comme point d'ancrage la recherche. En tout cas pour moi, ça a été la recherche, avec une thèse en psychologie sociale et un recrutement comme maître de conférence à la faculté des sciences du sport de Nice, avec des contenus de cours très spécifiques, notamment sur les stéréotypes associés aux catégories de genre et de sexe. Vous avez des exemples d'intitulés de cours en haut à gauche de la diapositive. Ces cours, ça a été l'occasion notamment de voir les réactions des étudiants et étudiantes lorsqu'on parle de stéréotypes, et une des réactions notamment lorsque on affiche pour illustrer, hein, des illustrations publicitaires, comme vous pouvez le voir à gauche de la diapositive, avec BN, la biscuiterie nantaise, donc qui fait dans la blague sexiste. Et souvent, la réaction que j'ai de la part de mes étudiants et étudiantes, c'est de me dire que ce n'est que de l'humour, ce n'est pas grave. Donc, moi, je me suis retourné vers la littérature scientifique, comme je suis chercheur aussi, et cette littérature scientifique, elle est assez conséquente. Et bien évidemment, j'ai demandé à ces étudiants qui pensaient que ce n'était pas grave de faire aussi une revue de littérature, petit cadeau. Et ce qu'on peut voir, ce qu'on peut trouver dans cette littérature, c'est que les effets de l'humour sexiste déclenchent tout un tas d'effets néfastes, notamment sur l'acceptation sociale que nous avons dans nos rapports aux femmes. Donc voilà, ça je l'ai inclus maintenant dans mes cours. Et puis je l'ai aussi inclus dans une formation qu'on a construite avec une collègue de la CVSS, la cellule violence sexiste et sexuelle du CA, dans laquelle je suis aussi impliqué. Donc une formation à destination des néo-entrants et entrantes à l'université. Cette CVSS, elle m'a aussi donné des contenus de cours. Par exemple, expliquer en début de chaque cours aux étudiants et aux étudiantes les dispositifs dont dispose l'université pour traiter les violences sexistes et sexuelles. Et puis de faire du lien avec des associations, notamment le planning familial, c'était évoqué tout à l'heure par la présentation de Karine, qui intervient au sein même d'un de mes cours. Cette cellule, je la présente aussi dans le cadre de bonus engagement. Le bonus engagement, donc je ne sais pas si vous êtes familier ou familière avec ça, c'est un engagement citoyen d'une vingtaine d'heures que les étudiants et étudiantes de licence à l'université peuvent donner contre 0,25 points de plus sur la moyenne. Donc, au travers de ce bonus engagement, on a monté différentes missions, notamment des missions autour de la communication et de la visibilité de la CVSS, avec une réflexion, par exemple, sur où mettre les affiches de la CVSS pour qu'elles soient identifiées, ou encore un groupe de travail sur l'écriture inclusive. Alors, avec ce groupe de travail, moi, je leur ai présenté une étude qui m'a marqué durant ma thèse, qui est l'étude d'Armand Chattard, qui interroge des collégiens et des collégiennes. Et il va répartir ces collégiens et collégiennes dans 3 conditions, de manière aléatoire. Soit on leur présente des noms de métiers uniquement au masculin, soit on leur présente ces mêmes noms de métiers, mais avec le masculin et le féminin, séparés par la barre oblique. Et dernière condition, on présente aux élèves les noms de métiers au masculin, et entre parenthèses, on fait apparaître le féminin du nom de métier. Et voilà les résultats. Donc les élèves, globalement, filles et garçons, ont plus confiance en eux et en elles lorsque le masculin et le féminin sont apparents dans les métiers, en comparaison de lorsque on met apparent uniquement le masculin des noms de métiers. Donc ce résultat, je m'en sers moi dans le cadre de mes cours, évidemment. Et puis on s'en est servi aussi pour construire un petit guide d'écriture égalitaire à l'université, avec Véronique, pour expliquer ce qu'on met derrière l'appellation écriture inclusive, et puis pour expliquer aussi les effets de cette écriture inclusive, démontrés dans la littérature scientifique, notamment sur la confiance en soi, donc, mais aussi sur les représentations, ou encore sur la vitesse de lecture. Avec ce groupe de travail sur l'écriture inclusive, on a voulu aller plus loin et élargir le protocole d'Armand Chattard, donc qui date de 2005.
On a voulu donc l'élargir auprès de mes étudiants et étudiantes que j'ai en cours, en STAPS. On a pour cela puisé dans les fiches RNCP, donc dans le répertoire national des certifications professionnelles, pour trouver des métiers STAPS, qu'on a soumis à nos étudiants et étudiantes. Sauf que cette fois, donc on avait bien sûr les 3 conditions de l'étude d'Armand Chattard, les noms de métiers présentés uniquement au masculin à une partie des étudiants et étudiantes. Pour une autre condition, au masculin et au féminin, séparés par la barre oblique. Une 3e condition, le masculin et entre parenthèses le féminin apparent. Et puis, petite originalité, on a rajouté une condition avec le point médian. Célèbre point médian qui cristallise tout un ensemble de tensions et peut parfois, et même souvent, résumer l'écriture inclusive à elle toute seule, alors qu'en fait, ce n'est qu'un moyen. Et je vous montre les résultats. Eh ben, donc on retrouve le même pattern que dans l'étude de Chattard, et cerise sur le gâteau, eh ben, en fait, la condition point médian offre des résultats très encourageants pour la confiance en soi des étudiants et étudiantes en STAPS. Et ces résultats, ils sont même plus prononcés, en fait, comme vous pouvez le voir à gauche de la diapositive, pour les étudiantes, donc lorsque ce sont des étudiantes qui participent à l'étude. Donc notamment dans les conditions où on a le féminin qui est apparent entre parenthèses, ou lorsqu'il est apparent via le point médian. Cet effet de congruence entre le genre associé au domaine d'études et le sexe des participants et participantes, Armand Chattard l'avait déjà trouvé dans son étude de 2005. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc tout ça pour dire que, a priori, en passant par le langage inclusif et notamment reféminiser les noms de métiers, il semblerait qu'on ait un peu d'espoir pour remettre en cause certains constats qui semblent assez figés dans le temps, et notamment la fréquentation des filières universitaires connotées comme masculines, telles que les STAPS. Alors bien évidemment, cette étude, elle en appelle d'autres. Il serait intéressant maintenant de déployer ce protocole à l'échelle des écoles en général, et en particulier aussi à l'étage des universités, et d'interroger des métiers que l'on retrouve en particulier à l'université, et bien sûr en ajoutant des conditions originales au protocole de recherche pour mieux comprendre, pour mieux cerner les effets de cette écriture inclusive. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Corentin. Et maintenant, nous invitons Lucille Sassatelli. Bonne installation. Attention à la lumière. Donc, Lucille, tu es professeure des universités en informatique, membre de l'Institut universitaire de France, directrice scientifique de l'École française de l'intelligence artificielle à l'Université Côte d'Azur. Merci beaucoup, Léa. Donc d'abord, je veux dire que c'est un vrai plaisir et un honneur d'être là aujourd'hui avec vous. Et plus généralement, en fait, d'être membre de l'Université Côte d'Azur. Je suis vraiment extrêmement fière de toutes les actions qui ont été mises en place et qui continuent à être mises en place. On est dans un environnement où on a énormément d'impulsions qui viennent du haut. Et pour être plutôt sur le terrain, dans les départements d'enseignement, dans les laboratoires, et moins impliquée peut-être que mes collègues dans les actions d'égalité au niveau institutionnel, à part depuis récemment, eh bien, je vois l'importance en fait des impulsions top-down. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Pour ma part, j'essaye de contribuer à mon petit niveau en essayant de, par exemple, faire des sensibilisations. Alors, je suis en sciences et techniques, donc faire des sensibilisations à mes nouveaux entrantes et nouveaux entrants. Je pense qu'on a encore, alors sans vouloir trop m'avancer, on a encore pas mal de chemin à faire en sciences et techniques sur justement l'explicitation des questions de genre qui touchent aussi une hiérarchie des savoirs, peut-être que j'aurai l'occasion de réévoquer tout à l'heure lors de la table ronde. Et j'ai tout un ensemble d'activités autour des inégalités de genre que j'essaye de transcrire en activités scientifiques également pour la partie plus sur les aspects touchant à l'informatique mais aussi à la multidisciplinarité dont je parlerai plus tout à l'heure pour la partie intelligence artificielle. Là, je voudrais vous parler en fait d'un projet qui est soutenu par l'Université Côte d'Azur
également par ma chaire à l'Institut universitaire de France, et qui est vraiment qui est assez, très enthousiasmant et assez challenging, on va dire. Donc c'est un projet qui s'appelle Réalité virtuelle pour l'égalité de genre dans l'orientation. C'est un projet qui est mené en collaboration scientifique avec Aix-Marseille Université, donc avec Isabelle Régnier, et également avec l'Université de Toulouse, avec Florence Sed à Toulouse 3 qui est VP. Et en convention entre l'Université Côte d'Azur, un lycée ici, le lycée international de Valbonne, et puis le rectorat de Nice. Et l'idée est la suivante, c'est que donc moi je suis dans les sciences et techniques, branche plutôt informatique, et je me rendais pas du tout compte de ça dans mes études jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Puis quand j'ai été recrutée, je pensais que les choses s'amélioreraient de façon assez naïve, sans avoir vécu trop de formation ou d'explicitation quelconque de ces problématiques. Et en fait, ce dont on s'aperçoit dans les filières qui évidemment reflètent les chiffres au niveau national, c'est la persistance des inégalités d'orientation. Une persistance très 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 importante. Et alors il y a plein de travaux académiques qui ont identifié les raisons pour lesquelles il y a de telles inégalités d'orientation, mais fondamentalement il y a tout un ensemble de déterminismes sociaux qui correspondent en fait à des barrières externes, donc qui peuvent se matérialiser par exemple dans la façon dont on va représenter les femmes dans un contexte de sciences ou d'enseignement. Donc ça peut être véhiculé par la famille, les enseignants, moins de femmes représentées dans des situations de haut prestige, ou bien où la connaissance est centrale, peut-être même sur des activités plus innovantes. Et puis également, donc ça c'est les travaux de Delphine Martineau que mentionnait Corentin, tout un ensemble de discours en fait que j'ai pu... Donc, les travaux académiques sont très clairs là-dessus, mais également, en discutant avec les étudiantes et les étudiants, on se rend compte de ça, et ensuite on fait le lien avec des aspects de recherche qui sont vraiment très intéressants. C'est que tout un ensemble de qualités spécifiques est valorisé chez les filles et pas chez les garçons. Et tout ça correspond en fait à des manifestations très subtiles, des barrières externes qui sont partiellement internalisées par les élèves et que l'on qualifie très souvent d'autocensure. Et ça m'a, j'ai trouvé que c'était dans le discours commun, notamment dans un certain nombre d'actions que l'on peut essayer d'avoir, de négliger l'aspect externe des barrières et focaliser pas mal sur l'autocensure. Donc, ce projet Réalité virtuelle pour l'égalité de genre dans l'orientation vise en fait à doter les lycéennes d'outils pour essayer d'identifier les raisons cachées de leur choix d'orientation. Donc la problématique étant vraiment de les doter d'outils pour, identifier les manifestations subtiles des stéréotypes de genre vécus au quotidien, mais non conscientisés, non explicités, qui vont avoir un impact sur leur processus décisionnel d'orientation, et ensuite les faire se questionner pour qu'elles puissent identifier si elles acceptent en conscience l'impact de ces stéréotypes, ou en tout cas ces raisons-là. Donc c'est évidemment très challenging, puisqu'on touche à des aspects qui sont implicites et souvent relativement subtils, ou en tout cas extrêmement internalisés et trivialisés. Et pour cela, on essaye d'utiliser, donc de construire sur les nouveaux médias immersifs qui ont une particularité, c'est que la corporéité est absolument centrale. Or, la corporéité est également centrale dans la construction de l'identité féminine. Et donc, essayer d'allier comme ça des attributs spécifiques de ces technologies avec un concept, une co-conception avec les lycéennes, pour essayer d'avoir un contenu qui va permettre donc un contenu en réalité virtuelle qui va permettre de déclencher un questionnement sur les raisons de ces choix d'orientation. Et ensuite, l'idée est d'accompagner ce questionnement. Donc, c'est un projet qui allie informatique, mais également psychologie sociale, et qui est mené de façon vraiment translationnelle en partant du terrain. C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs séances avec une quinzaine de lycéennes pour vraiment identifier qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre d'actions restent sans effet, malgré toute la bonne volonté du monde.
Et ce qu'on a pu identifier dans des milieux très CSP++, c'est qu'il y a une très bonne connaissance de ce que l'on appelle les stéréotypes de genre, vraiment une connaissance relativement fine qui nous a pour partie étonnés. En revanche, il y a un sentiment d'immunité très important, et donc il est extrêmement difficile de faire le lien entre stéréotypes de genre, biais implicites et processus décisionnel d'orientation. Voilà, donc c'est un projet qui est en cours, pour lequel on continue à chercher des financements. Il y a Émilie, l'ingénieure du projet, dans la salle, qui a mené tout un ensemble d'expérimentations pilotes. Et l'objectif est de mesurer l'efficacité de cette intervention à plus grande échelle, en impliquant d'autres lycées, et en particulier au-delà peut-être de PACA avec Toulouse. Voilà, je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Lucille Sassatelli. Donc maintenant, je pense que peut-être, Véronique, tu veux... Non, pardon, excuse-moi, j'ai surinterprété. Donc maintenant, nous vous proposons d'avoir un temps un petit peu plus court avant de passer à la seconde table ronde. Nous aimerions vous proposer l'intervention de 4 doctorantes qui ont intégré les dimensions de sexe et de genre dans leurs travaux de recherche. Ça nous tenait très à cœur parce que nous, on voulait montrer la richesse des travaux qui sont menés en interne et dans d'autres universités également. Et voilà, et nous, on trouve ça aussi très important de montrer des chercheurs, des chercheuses, des maîtres de conférences, des maîtresses de conférences, mais aussi des doctorants et des doctorantes qui seront les professeurs de demain. Donc, nous allons inviter les 4 doctorantes à nous rejoindre sur la scène, si vous le voulez bien. Donc, merci de bien vouloir accueillir. Donc, merci de bien vouloir accueillir Coralie Leboeuf, qui est doctorante en information et communication à l'Université Côte d'Azur. Longuet, doctorante en sciences politiques à l'Université Côte d'Azur également. Arlène Claude, doctorante en sciences de la vie et de la santé à l'Université Côte d'Azur. Et Emma De Andréis, doctorante en sciences politiques à l'Université Panthéon-Sorbonne. Donc l'idée de ce temps d'échange, c'était que les doctorantes puissent vulgariser leur thèse, pas sous le format ma thèse en 180 secondes, mais c'est un peu la même idée. L'idée, c'est que les doctorantes puissent nous parler de leurs travaux très brièvement, et aussi qu'elles nous disent comment elles ont pu intégrer l'aspect de genre ou de sexe, selon leurs travaux, dans leurs recherches. L'objectif de ce temps, c'est que ça soit très dynamique, que ce soit une bulle d'air après toutes ces tables rondes. Voilà, on essaye d'alléger cette journée et de la rendre dynamique. Aussi, on vous demande d'être très indulgente avec nos doctorantes et si vous avez des questions à leur poser, on leur fera pendant le temps de la pause. On a un timing qui est très short. On aura une petite pause aussi parce qu'on est un peu en retard, mais on vous invitera à poser les questions pendant le temps de la pause. Voilà, merci beaucoup. Et donc l'idée, elles vont prendre la parole les unes après les autres, c'est effectivement qu'elles présentent et qu'elles vulgarisent leur sujet de recherche, mais aussi qu'elles nous disent un mot sur la façon dont elles intègrent le sexe et ou le genre à leur recherche. Et donc on va commencer par Coralie Leboeuf, donc doctorante en information et communication à l'Université Côte d'Azur, dont la thèse est intitulée « Le dispositif de genre au prisme de la narration transmédia, le cas de l'univers heroic fantasy de J.K. Rowling ». Coralie, c'est à toi. Donc, bonjour à toutes et à tous. On peut applaudir, absolument. J'aime cette énergie. Je vous remercie déjà de m'avoir invitée aujourd'hui, de présenter mes recherches devant vous. Je vais commencer donc directement dans le vif du sujet. Donc, ça vous est déjà arrivé d'être déçu par la fin d'un film, de vouloir comprendre le passé de certains personnages fictifs ou même de tomber amoureux de l'un d'entre eux. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Toutefois, si vous vous êtes contenté d'y penser, de nombreux fans ont décidé de se réapproprier les histoires qu'ils affectionnent en réalisant des vidéos amateurs ou en rédigeant leur propre version d'un récit. Cette manière de s'emparer d'une histoire célèbre pour la décliner sur plusieurs supports médiatiques est appelée transmédia. La saga Harry Potter fait notamment partie des univers à succès qui semblent avoir le pouvoir de s'étirer à l'infini grâce à l'utilisation du transmédia. Des ouvrages connexes ou les jeux vidéo ont largement contribué à enrichir cette histoire devenue légendaire. D'ailleurs,
Combien d'entre vous ont déjà rêvé de recevoir leur lettre d'admission à l'école de sorcellerie Poudlard? Soyez réalistes. Pour cela, il vous faudrait de préférence blanc, de sexe masculin, puisqu'ils représentent 67% des personnages. Ah, et j'ai oublié, être hétérosexuel. Sans surprise, cette histoire vient refléter certains rapports de domination présents dans notre société. Ma thèse vient répondre à la question suivante. Les pratiques transmédiatiques réalisées par les fans de la saga Harry Potter participent-elles à transformer la manière dont sont représentés les hommes et les femmes? À l'aide d'un questionnaire diffusé auprès de 300 d'entre eux, j'ai pu constater que l'univers des sorciers plaisait autant aux femmes qu'aux hommes. Qu'est-ce que cela démontre? Que les femmes sont habituées à lire des histoires dans lesquelles elles sont peu représentées, des récits dans lesquels les personnages sont supposés être égaux, mais ils ne disposent pas de la même légitimité. Pourtant, les transmédias créés autour de la saga sont majoritairement réalisés par et pour des femmes. Cette volonté de créer des contenus dérivés vient-elle symboliser cette envie de changement? Les analyses filmiques et littéraires que j'ai menées sur les transmédias ont pourtant démontré que les femmes étaient toujours représentées à travers les rôles qui leur sont traditionnellement associés, mères, victimes, que les personnages masculins restaient plus nombreux. Toutefois, si la saga Harry Potter est plutôt chaste, conservatrice et centrée sur l'action, les femmes s'emparent de cet univers pour revaloriser la romance, érotiser les personnages masculins, en permettant aux femmes d'extérioriser leurs fantasmes, bousculer le mythe de la virilité, que ce soit à travers les rôles ou les thématiques auxquelles ils sont associés, et instaurer une plus grande liberté concernant le choix de leur partenaire et leur manière de vivre leur relation amoureuse. En fin de compte, si les médias participent à façonner nos imaginaires et à influencer nos actions, le transmédia donne l'opportunité aux femmes d'introduire leur propre vision du monde et pourquoi pas ériger un premier réel espace d'égalité. Alors, la fan d'Harry Potter et consommatrice de transmédia que j'étais adolescente, faisait-elle déjà écho à la féministe que je suis devenue? Merci. Merci beaucoup Coralie pour cette présentation. Et moi qui suis une grande fan d'Harry Potter, je suis très contente d'entendre parler de ça. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les enjeux pour toi d'intégrer le concept de genre à ta recherche? Oui, en fait, les histoires auxquelles nous référons, que ce soit tous les contenus médiatiques, les représentations culturelles, soit quand on lit un livre, on regarde une publicité, on regarde un film, il va avoir des modèles comportementaux qui sont associés aux personnages féminins et masculins. Et on voit vraiment une différence dans les schémas narratifs qui leur sont associés. Là, je le vois dans mes recherches. Par exemple, les personnages masculins de la saga, ils constituent 180 personnages contre 90 personnages féminins. Et elles vont plutôt avoir des rôles secondaires et stéréotypés. Et eux vont être valorisés dans quelque chose dans l'action, en fait. Et elles vont être plus dans tout ce qui est de l'ordre sentimental, les relations interpersonnelles. Pourtant, en fait, quand on est confronté à des images comme ça, donc depuis petit, dans la socialisation de genre, etc., on va avoir tendance à avoir ça comme des modèles comportementaux, des formes de modélisation mimétique qui vont agir comme un modèle en fait pour se construire soi-même et agir en société. Donc il est important de questionner les représentations auxquelles nous sommes confrontés, puisqu'elles vont modéliser le monde dans lequel nous vivons. Et mes recherches vont plutôt s'attarder sur la façon dont les publics vont créer des contenus dérivés audiovisuels ou littéraires dans une forme d'empowerment, c'est-à-dire de prise de pouvoir sur les contenus auxquels ils sont confrontés. Merci beaucoup. On va passer maintenant à Lucie Longuet, donc doctorante en sciences politiques à l'Université Côte d'Azur, et qui a un sujet qui va sûrement particulièrement vous intéresser, puisque sa thèse est intitulée « Les réceptions étudiantes des politiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur, une étude comparée ». Lucie, est-ce que tu peux, en quelques phrases, nous expliquer ton sujet de thèse, s'il te plaît ?
Tout à fait. Donc déjà, merci beaucoup de l'invitation. Donc effectivement, moi, la présentation de mon sujet de thèse va être un petit peu moins rafraîchissante que Harry Potter. Mais du coup, effectivement, donc moi, je travaille sur les réceptions des politiques de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur français. Et donc en fait, c'est un travail qui s'ancre principalement en sociologie de la réception et sociologie de l'action publique et sociologie des mobilisations. Et je précise d'entrée de jeu qu'il ne s'agit pas d'une évaluation des politiques publiques, mais vraiment d'une sociologie des effets d'une politique publique sur les publics que ça vise, donc effets sociaux. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de travailler là-dessus? C'est un peu ironique de poser cette question au milieu de la journée, d'une journée comme celle-ci. Mais parce que justement, voilà, c'est, on l'a tous et toutes très bien compris, un enjeu de politique publique qui s'est désormais constitué en problème public au prix de nombreuses années de travail un peu multisitué, et notamment au départ de tout ça étaient quand même les mobilisations féministes du début des années 2000, donc dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui ont progressivement réussi à arracher des réponses institutionnelles au niveau ministériel, puis traduites au niveau local. Et en fait, aujourd'hui, en 2023, on voit bien que, aujourd'hui, on a un plan sur 5 ans au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, plus des dispositifs locaux qui sont quand même assez systématisés au sein des établissements. Donc, en fait, ça signale quand même, heureusement, qu'il y a eu un changement assez radical, assez radical sur le long terme, mais qui est quand même survenu depuis les années 2000. Mais du coup, l'enjeu que je trouve intéressant en sociologie aussi, c'est d'examiner quels effets ça a sur le public, quels effets de réappropriation, qu'est-ce que ça dit de la circulation politique, en fait, en termes de politisation des enjeux autour des violences sexuelles et sexistes. Voilà, je pense que je vais pas revenir nécessairement sur ma méthodologie, etc. Je pense que vous pourrez me poser les questions après, évidemment, si vous voulez. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce que tu identifies des freins ou des leviers au fait d'avoir les questions de genre au cœur de ton sujet dans ton parcours de recherche? Oui, plein de leviers et plein de freins. C'est un peu de tous ordres. Déjà, comme je disais, moi, ma thèse, elle advient quand même à un moment où ces questions-là, elles sont déjà institutionnalisées. Donc, en fait, je pense que peut-être, je sais pas, il faudrait demander aux gens qui m'ont attribué ma bourse doctorale, mais peut-être que ça s'adosse aussi très directement là-dessus, le fait qu'il y ait des thèses qui existent, dont la mienne, donc sur ces sujets. Donc ça, c'est quand même, je pense, un sacré levier aussi. Je ne sais pas si ça aurait été possible de faire une thèse pareille il y a 15 ans, 20 ans. Et par ailleurs, donc, il y a quand même ce levier-là, mais ça reste une question qui est un petit peu inflammable à certains endroits, et à certains endroits, la position de sociologue, de chercheuse n'est pas toujours facile à clarifier, quand bien même, pour moi, ça me semble évident qu'on est là pour faire de la recherche, et que, en même temps, la dimension militante de mon travail, je peux pas non plus complètement la nier. Ce serait quand même quelque chose d'assez, serait d'assez mauvaise foi de le nier complètement. Pour autant, je pense qu'il y a aussi quelque chose encore en invention de comment est-ce que c'est des choses qui ont été évoquées ce matin, mais comment est-ce que on assume de faire cette recherche-là, parce que on a quand même un point de vue situé sur le monde social, tout en assumant aussi de dépasser nos prénotions et de justement essayer d'aller au fond des choses. Voilà, je sais pas si c'était clair. Merci beaucoup, Lucie.
Alors, on va désormais passer dans un autre monde qui est pour moi moins connu, celui des sciences dites dures. Et donc, c'est Charlène Clot, donc doctorante en sciences de la vie et de la santé, toujours à l'Université Côte d'Azur, dont la thèse est intitulée « Identification de nouvelles fonctions du chromosome sexuel Y dans les organes somatiques en utilisant la technique de... CRISPR K9, très probablement. Alors, oui, vous m'entendez. Alors là, CRISPR Cas9, je vais vous aider. Merci beaucoup. Alors là, je compte sur tes talents de vulgarisatrice pour m'aider à comprendre. Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci de m'avoir invitée surtout. Alors oui, comme vous l'avez vu, pour ma part, je fais de la biologie, donc un peu complètement différent de la journée d'aujourd'hui. Alors rassurez-vous, ça en fait c'est mon précédent sujet, donc là maintenant je travaille sur un autre sujet qui est plus sur le rôle de l'identité sexuelle dans la physiologie, la pathologie. Et on travaille maintenant sur un type de cancer intestinal chez la drosophile, donc je vais vous expliquer. Donc tout d'abord, plus globalement, pendant longtemps, dans la recherche clinique, les femmes n'étaient pas incluses. Il n'y avait que des hommes qui étaient pris en compte dans les essais. Et par exemple, aux États-Unis, en 1977, il avait été décidé d'exclure les femmes des phases 1 et 2 des essais cliniques, simplement parce qu'elles pouvaient tomber enceintes. Et donc cela a conduit à un manque de données concernant les effets des médicaments sur les femmes. Il aura fallu attendre la fin des années 1980 pour que les organisations américaines décident d'établir une politique visant à obliger les chercheurs à inclure les femmes dans leurs essais cliniques, puisqu'on s'est rendu compte que les femmes ne réagissaient pas de la même façon au traitement. Et à ce jour, malgré les obligations légales, il y a toujours une sous-représentation des femmes dans les essais cliniques. Et bon, malgré cela, aujourd'hui, dans la recherche clinique, les différences entre hommes et femmes sont quand même de plus en plus prises en compte. Et c'est également le cas dans la recherche fondamentale, puisque on s'intéresse de plus en plus à ces différences entre mâles et femelles, bien que cette prise en compte ne soit pas encore parfaite. Et cette prise de conscience, elle est importante, puisque quelle que soit la question à laquelle on veut répondre, on ne peut pas mélanger en fait les résultats des mâles et des femelles. Et même si on travaille sur un seul sexe pour répondre à une question, il faut quand même regarder ce qui se passe dans l'autre sexe. Et donc, cette prise de conscience et ce travail sur l'étude des différences entre mâles et femelles, c'est ce que je fais donc dans ma thèse. Et en fait, il s'avère que comprendre les différences entre mâles et femelles permet de comprendre de comprendre les biais qu'il peut y avoir au niveau des maladies, puisqu'en fait, la plupart des maladies présentent un biais lié au sexe, que ce soit au niveau de l'incidence de la maladie, de l'âge d'apparition, de la sévérité de la progression, des symptômes, ou même de la réponse au traitement. Et donc, dans mon projet, je m'intéresse donc à un type de cancer qui se développe dans l'intestin des drosophiles. Donc, les drosophiles, ce sont des petites mouches qu'on utilise comme modèle génétique. Et la particularité de ces tumeurs, c'est qu'elles ne se développent que chez les femelles. Mais pourquoi ? Donc, c'est ce que nous cherchons à comprendre. Et comprendre cela va nous permettre à plus long terme de comprendre de mieux comprendre les cancers humains en fait, qui présentent également des biais d'incidence et de mortalité selon le sexe des individus. Et donc, dans mon projet, pour le moment, nous avons pu démontrer que la formation de ces tumeurs chez les femelles est contrôlée par des neurones qui innervent directement l'intestin. Et surtout, ce qui est super important, c'est qu'en fait, la formation de ces tumeurs, elle requiert des neurones qui sont de sexe femelle. Donc ça, c'est une grande surprise qu'on ne s'attendait pas à avoir. Et donc maintenant, ce que nous cherchons à identifier, ce sont les acteurs moléculaires qui sont impliqués dans cette communication entre les neurones et l'intestin, et comment et pourquoi en fait cette communication neuronale elle est différente entre les mâles et les femelles.
Et donc, à plus long terme, ce projet nous mènerait à savoir si ces processus sont aussi conservés chez l'homme et si on a donc possiblement des réseaux neuronaux qui innervent directement l'intestin et qui pourraient impacter le fonctionnement de l'intestin et avoir un fonctionnement différent entre mâles et femelles et donc avoir plus d'indications là-dessus. Merci beaucoup, Caroline. Et est-ce que toi, en tant que doctorante, tu identifies des obstacles au fait d'intégrer cette question au centre de ta recherche du sexe dans le monde de la recherche en biologie? Alors pour le coup, en ce qui me concerne, ce n'est pas du tout un frein, et c'est même plutôt un levier, et même plus en fait, puisque l'étude des différences entre hommes et femmes, dans mon cas plus précisément entre mâles et femelles, c'est même le cœur de notre sujet. Et donc ce travail va nous aider à comprendre comment les différences entre mâles et femelles affectent le fonctionnement normal de l'organisme, mais aussi le fonctionnement de l'organisme en cas de pathologie. Et donc comprendre ces différences va nous permettre d'améliorer la compréhension que l'on a du fonctionnement des organismes de chacun des sexes. Et donc cela, à plus long terme, pourrait nous amener à avoir de meilleurs traitements qui seraient plus personnalisés et plus adaptés à chaque sexe. Et plus généralement, en prenant en compte les deux sexes dans les études de recherche, que ce soit en recherche clinique ou en recherche fondamentale, ça pourrait nous aider à avoir une meilleure compréhension, des meilleures conclusions qui seront plus précises et qui auront donc plus de sens. Et donc au-delà de mon cas à moi, si on regarde au niveau des chercheurs en biologie et en médecine, en fait, on se rend compte qu'il y a une prise en compte des différences entre mâles et femelles et du sexe qui est de plus en plus importante. Et par exemple, si on prend vraiment l'idée de sexe et l'intégration dans les projets de recherche, en 2011, il y avait environ 20% des projets de recherche qui étaient soumis à des agences de financement qui évoquaient le sexe, alors qu'en 2019, le sexe était présent dans 80% des projets et des demandes. Donc c'était quand même, il y a quand même une belle évolution là-dessus, mais il reste encore du chemin. Merci beaucoup. Et enfin, Emma De Andries, doctorante en sciences politiques à l'université Panthéon-Sorbonne. Ta thèse est intitulée « Sine quota non, diffusion et résistance d'un instrument de modernisation de l'action publique ». Je te laisse nous expliquer de quoi il s'agit. Alors, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très heureuse de pouvoir partager mon sujet de thèse avec vous. Du coup, je travaille donc sur le dispositif de nomination équilibrée, également appelé politique de quota de sexe pour une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes dans l'administration française, avec, dans le cadre de mon projet, une focale plutôt placée sur l'administration d'État. En fait, depuis 2012, on a introduit ce dispositif de manière progressive qui oblige les employeurs publics à primo-nommer au minimum 40% de chaque sexe dans les trois versants de la fonction publique et à des postes de cadres dirigeants et dirigeantes. C'est un dispositif qui est assez contraignant puisque c'est un des seuls dispositifs d'égalité professionnelle qui est accompagné d'une sanction et d'une sanction financière qui, selon les administrations, peut être assez lourd puisque pour chaque nomination manquée, l'employeur public en question doit payer une amende de 90 000 €. Du coup, moi, mon objectif, c'est de faire un peu une thèse qui s'articule en deux temps. Un premier temps sur la sociogenèse de ce dispositif, c'est-à-dire en fait étudier par quelle mobilisation ce dispositif a pu être mis en place, surtout qu'actuellement on est dans un deuxième épisode législatif qui passe actuellement à l'Assemblée nationale vis-à-vis de l'élargissement de ce dispositif.
également comprendre en fait, du coup, comment est-ce que ce dispositif s'est acclimaté et imposé dans les mondes économiques, politiques et administratifs, voir comment est-ce que les agents et agentes qui sont chargés de les mettre en place font avec, puisque ça peut être une vraie contrainte, et voilà pour la socio-genèse de ce dispositif. Et du coup, le deuxième temps, c'est plutôt une sociologie de la réception de l'action publique, et c'est rencontrer les agents et agentes des administrations qui sont concernés par le champ de ce dispositif, pour comprendre comment est-ce qu'ils s'approprient ou rejettent ce dispositif. Sachant que l'objectif, c'est pas de demander est-ce que vous êtes pour ou contre, mais vraiment de comprendre au regard de la trajectoire de l'individu comment se construit ce rapport-là, et comment est-ce que cela participe en fait à fabriquer et à incarner des masculinités et des féminités au travail. Du coup, l'apport du genre est assez évident, puisque à la fois je travaille sur des politiques d'égalité professionnelle, donc forcément j'étudie les rapports de domination au travail et les luttes contre. Et en même temps, le deuxième temps de ma thèse me permet d'explorer la fabrique du genre, et du genre légitime ou non légitime au travail, à travers les masculinités et les féminités. Merci beaucoup, Emma. Et si tu devais identifier un enjeu du fait de porter un projet de recherche qui a trait au genre, est-ce que tu saurais ? Pardon ? Tu saurais identifier un enjeu important pour toi dans le fait de porter un sujet qui a trait au genre ? Non, identifier un enjeu. Identifier un enjeu relatif à quand tu travailles sur le genre. Un enjeu, pardon, merci. Un enjeu, il y en a, je pense beaucoup. Alors là, comme ça, je pense qu'un enjeu, c'est, de manière déjà un petit peu égoïste, l'enjeu d'essayer de rendre le monde un petit peu plus agréable, un petit peu moins inégal entre de groupes sociaux, les hommes et les femmes, puisque la recherche, je crois vraiment qu'elle sert à éclairer ça, et que c'est son rôle de l'éclairer pour en fait le reste de la société civile. Donc ça me paraît déjà être un enjeu ambitieux et très très valorisant. Merci beaucoup. Et un grand merci à nos 4 doctorantes d'avoir fait cet exercice pas facile de venir présenter leur sujet et discuter des questions de genre. Donc merci à nouveau. On va faire une très courte pause, mais vraiment 5 minutes, histoire de prendre un peu l'air, et on revient parce qu'en fin de journée, il y a des gens qui doivent repartir, donc on ne peut pas prendre du retard. Donc vraiment 5 minutes et on vous retrouve.